On dit de lui qu'il incarne le patronat moderne, décomplexé, tout en énergie, ignorant la langue de bois, maniant l'humour avec aisance. Le patron de Virgin Mobile et président de l'Unédic est aussi un catholique convaincu. Avec sa femme, il a monté une fondation qui vient en aide aux plus fragiles. Si vous pensez que les chefs d'entreprise sont tous formatés et omnibulés par leur nombril et leur chiffre d'affaires, suivez cette émission et découvrez avec moi Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour à vous. Bonjour. 10 ans chez L'Oréal. En 96, vous fondez The Phone House sur un marché qui, à l'époque, était très novateur en devenir, le marché de la téléphonie mobile. Vous revendez, vous créez aujourd'hui Virgin Mobile, dont vous êtes toujours le patron. Il y a donc patron de l'Unédic aussi, on va y revenir. Il y a eu ce bouquin aussi, Salon de patron, qui a fait du bruit à l'époque de la sortie. Je vous revois en train de défendre le CPE sur je ne sais plus quel plateau. Bon, voilà, j'ai l'impression d'avoir affaire aujourd'hui à un putschiste permanent. Est-ce que c'est un peu une image qui vous convient, Geoffroy Roux de Bézieux ? Putschiste, je ne sais pas. Non, mais j'ai des convictions et quand on a des convictions, je pense qu'il faut les défendre si l'occasion nous est donnée. On ne peut pas se plaindre quand on est patron d'être souvent maltraité par les médias ou en tout cas caricaturé. C'est un discours qu'on entend beaucoup dans les cercles patronaux. Quand l'occasion nous est donnée d'essayer de défendre un certain nombre d'idées, il faut essayer de le faire. Après, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui le font, mais je crois que c'est important. On vit, un patron, ça ne vit pas en vase clos, ça vit au milieu de 60 millions de concitoyens, enfin 64 je crois on est maintenant. Et donc, il faut que les gens avec qui on vit, dans le même pays, comprennent ce qu'on fait, ou en tout cas le comprennent mieux. Parce que l'image des patrons en France, elle n'est pas terrible, à votre avis ? Écoutez, non, enfin je crois que là, on enfonce une porte ouverte. Elle n'est pas terrible depuis très longtemps. La crise a amplifié le phénomène, parce que c'est vrai que quelque part, même si c'est plutôt les patrons de banque qui sont aujourd'hui au banc des accusés, c'est l'ensemble de l'économie de marché qui est un peu, j'allais dire, pointé du doigt à cause des événements de septembre 2008, enfin surtout des conséquences pour les gens. Donc moi je continue à croire que le système capitaliste, c'est le plus mauvais à l'exception de tous les autres et qu'il faut le défendre. Il faut peut-être l'amender un peu, mais en tout cas il faut le défendre et essayer de l'expliquer surtout. Est-ce que c'est par conviction qu'on devient président de l'Unédic ? Enfin, conviction, peut-être pas, mais envie de s'impliquer dans le débat citoyen, envie de s'impliquer. Bon, c'est un mandat qui est bénévole, les gens ne le savent pas beaucoup, mais comme président du MEDEF, comme beaucoup de présidents de fédérations, ce sont des gens, ou dans les territoires, ce sont des gens qui donnent du temps. Alors, ils pourraient le faire ailleurs, ils pourraient donner du temps associatif. Bon, là, d'ailleurs, c'est un mode associatif. On donne du temps pour essayer d'amener, alors, en l'occurrence de l'Unédic, un regard de gestionnaire sur un organisme qui a de gros problèmes de financement, puisque l'Unédic, ça collecte les cotisations chômage et ça verse des indemnités. Et évidemment, c'était déjà une situation financière qui n'était pas simple avant la crise, mais inutile de vous dire qu'avec l'envolée du chômage, la situation est compliquée. Et qu'est-ce que vous comptez parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que vous y êtes, président de l'Unédic. Ça fait 18 mois. Oui, voilà. Donc au bout de 18 mois, on peut commencer à avoir des actions, le temps de se mettre en place, Comment vous voyez les choses aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, pour le chômage ? Il y a deux questions dans votre question. Les choses vont pas s'améliorer rapidement sur le front du chômage, on le sait. Le plus gros est quand même, je l'espère, derrière nous. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 000 personnes en France qui sont trouvées au chômage cette année. Prévision qu'on fait, alors tout dépend du taux de croissance, c'est à peu près 100 000 de plus. Ah bien, pour les personnes en question, c'est dramatique, mais c'est beaucoup moins grave que l'année 2009. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est beaucoup moins grave que la dernière récession, 93-95, où on avait eu au total sur 3 années plus d'1 200 000 personnes. Donc là, c'est le passé et pour l'avenir ? Et pour l'avenir, je vous dis 100 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en 2010 et probablement un étiage à un niveau élevé, autour de 10% sur 2011, et puis une baisse du chômage en 2012. Il y a une vraie différence qui est pas très connue, c'est que la structure de la démographie fait qu'à partir de 2010, il y aura moins de gens qui arrivent sur le marché du travail, moins de jeunes, et plus d'anciens qui partent en retraite. C'est les fameux baby boomers qui sont en train de Voilà, et ça, c'est un effet. Alors, c'est un effet très défavorable sur les retraites, mais c'est un effet favorable ou moins défavorable en tout cas sur les finances de l'Unédic. Vous avez créé en tant que patron à peu près 5 000 emplois, je crois. Un peu moins. Un peu moins de 5 000 emplois. J'espère atteindre 5 000 emplois, mais j'en suis pas encore tout à fait là. Mais plusieurs milliers en tout cas. C'est quelque chose dont vous êtes fier ? Oui. Vous savez, quand vous créez une entreprise, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que pour gagner de l'argent. C'est souvent loin d'être ça. C'est d'abord pour se réaliser. Enfin, la création, c'est la manière d'exprimer ce qu'on croit être son énergie, sa vocation, son talent. Et
le résultat concret, c'est d'avoir des gens avec soi. Une entreprise, c'est jamais qu'une communauté d'individus. Alors, c'est pas un fétiche du nombre d'emplois, mais c'est vrai que créer une entreprise d'une taille importante et pérenne, puisque la première entreprise, c'est Phonaos, il y a encore 2500 personnes, voilà, c'est satisfaisant, oui. Alors, on a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, comme ça, que tout vous réussit. Pour préparer cette émission, moi j'ai interviewé plusieurs de vos amis et je leur ai demandé à chaque fois de vous poser une question. Alors la première question, elle va être de Jean-François Drouet, on dit, qui est un ami qui travaille chez, comment on dit, Catella Valuation, voilà, on dit en anglais, et qui vous demande, tu as tout réussi, tu n'as plus rien à prouver. Alors, après quoi cours-tu encore ? Vous savez, je me méfie beaucoup de ces histoires de réussite parce que c'est la réussite vue un peu de l'extérieur. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà. Donc vous, ce n'est pas votre analyse. Vous avez réussi ou pas? Non, un homme qui réussit, c'est un homme qui je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il faille mettre la réussite simplement sur des critères extérieurs, la taille de la maison ou la taille du compte en banque. C'est certain. Après, est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai l'impression d'avoir... D'abord, elle n'est pas finie, plutôt bien entamé ma vie. J'ai fondé un foyer, j'ai 4 enfants, j'ai un couple qui marche bien, j'ai une famille unie. Voilà, ça fait partie des choses que je pense avoir réussi. Il y a la fondation RB dont on parlera tout à l'heure. Voilà, mais donc je suis pas, comment dire. Après, qu'est-ce qui me fait courir? Avant la cinquantaine, c'est un peu tôt pour faire le Non, mais c'est bilan. pas ça. Mais pour répondre à la question précisément, qu'est-ce qui me fait quoi? Le matin, moi, je me lève et j'ai envie de faire des choses. Voilà, je suis câblé comme ça. C'est vrai que l'idée de rester chez moi, donc j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'entreprendre. Mais depuis tout petit, vous êtes comme ça, vous à déborder d'énergie. C'est ça, je sais pas. Il faut demander à mes parents. Mais oui, j'ai de l'énergie. Je pense que je peux la mettre en partie au service des autres. Donc voilà. Mais c'est vrai de moi, c'est vrai de plein de gens. Vous savez, les gens qui entreprennent dans le milieu associatif, les hommes politiques. Enfin, tout ça, c'est des gens qui ont envie. Alors il y a toujours une part d'ego, il y a toujours une part d'égoïsme dedans. Mais il y a aussi une part d'altruisme partout. Alors, cette énergie, vous la canalisez beaucoup avec le sport. Vous êtes extrêmement sportif. C'est beaucoup passé par le rugby. On y revient dans 2 secondes. Mais le marathon, vous vous mettez au vélo. Pourquoi pas? À quel âge? 47 oui, bientôt 48. 47 ans, 48 ans, vous vous mettez au vélo? Pourquoi pas? Très bien, mais plusieurs heures de sport par semaine. Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a besoin de se prouver des choses, se dépasser encore physiquement Oui, il y a d'abord un peu une soupape il y a quand même beaucoup de tension. Oui, il y a quand même beaucoup de tensions. On ne vit pas dans le monde des bisounours, comme dirait l'autre. Donc il y a des tensions dans l'entreprise, il y a des tensions dans les organisations, tout ça. Donc le sport à haute dose, ça permet d'évacuer la tension. Et puis c'est un monde compétitif que j'aime bien. Alors quel que soit l'âge et le sport, on a toujours envie de progresser, de revenir à un classement de tennis qu'on avait quand on était petit, de faire je sais pas quoi. Enfin voilà, donc voilà, j'aime bien. J'ai besoin d'une dose et en l'occurrence course à pied et vélo, je le fais avec mon épouse qui est aussi un maman ensemble le week-end. Donc voilà, c'est une soupape, je pense. Et acheter des œuvres de peintres ou des dessins, genre Puvis de Chavannes, c'est aussi une manière de relâcher la pression, de passer à autre chose. Je suis pas très collectionneur. Là, c'est un cas particulier. Il se trouve que c'est un ancêtre lointain. Enfin, en l'occurrence, pas un ancêtre, il n'est pas d'enfant, mais enfin, membre de la famille, et que j'essaie de retrouver les dessins qui ont été dispersés par les héritages, et donc je les rachète petit à petit. Donc là, c'est plus, je suis pas très collectionneur dans l'âme. Donc c'est plus par devoir familial que pour atavisme familial, voilà, que pour un réel intérêt pour le mouvement symboliste alors. Non, enfin je suis pas assez expert pour pouvoir me prétendre un spécialiste du symbolisme. Voilà. Alors revenons au sport, revenons au rugby parce que c'est quand même une partie importante de votre vie. Vous avez, quand vous étiez à l'ESSEC, donc cette grande école de commerce, vous aviez créé avec une série de copains une équipe de rugby dont vous allez nous donner vous-même le nom. Ah oui, alors ça c'était les Black Panthers. Voilà, les Black Panthers. Bon, vous savez, à l'époque, le rugby, c'est toujours quand même un sport assez festif. Bon, un peu moins maintenant, parce que c'est professionnalisé. Mais donc, à l'époque, voilà, c'était une bande de copains avec qui on allait faire du match de rugby et accessoirement la fête après. Et voilà, c'était plus 3e mi-temps que les 2 premières, mais c'est des amis qui sont restés assez proches. On a cité un tout à l'heure, donc on est resté assez proches. Oui, c'était au-delà du rugby, parce qu'il y a quand même c'est une société d'entraide aussi. Vous avez fondé ça un peu comme ça, suite à la mort de l'un des vôtres. Hein. Oui, ça c'était un peu le prétexte de départ, c'est vrai, parce qu'en fait on a perdu un copain dans un accident de voiture, et donc ça a permis de garder... C'est plus une manière de garder une fidélité en amitié. Moi je suis assez fidèle dans mes sentiments en général, et voilà, donc j'ai gardé les mêmes copains que j'avais à 18 ans. Quelle que soit l'évolution des uns des autres, et la vie fait qu'au bout de 30 ans, voilà, on est partis tous dans des directions différentes en tout cas.
Mais toujours soudé par ce rugby. Voilà. Enfin, un peu moins maintenant, parce que là, maintenant, c'est plus... Vous guessez un peu tous, quoi, voilà, forcément. Voilà. Vous jouez... plus le repas après, quoi. Aujourd'hui, vous avez conservé la troisième mi-temps. Voilà, exactement. C'est ça, le truc. Vous jouiez demi d'ouverture. C'est quand même un poste qui est connu pour être le poste du leader. De celui qui va galvaniser les troupes, qui va toucher les ballons aussi. Enfin, c'est pas n'importe quel poste demi d'ouverture dans une équipe de rugby. Ça vous symbolise assez bien sur ce que vous êtes en tant qu'entrepreneur? Écoutez, je n'aurais pas, trop ramené la lumière à moi. On était. Alors attendez, je ferme les yeux. On est là pour faire une émission sur vous pendant 52 minutes. Non, mais je veux dire, le rugby, c'est un sport très collectif. Oui. Mais vous avez le sens du collectif d'ailleurs. Et donc, ça ne se gagne pas tout seul. C'est-à-dire, contrairement au foot, si vous voulez, il n'y a pas de Zidane au rugby. Vous regardez l'équipe de France de rugby aujourd'hui, vous n'êtes pas capable, je pense, enfin, sauf si vous êtes une fana, de citer la star de l'équipe. Il n'y en a pas d'ailleurs. C'est vraiment la différence foot-rugby, maintenant que l'argent est arrivé, le professionnalisme est arrivé au rugby, c'est à 15 qu'on gagne un match ou à 15 qu'on le perd, parce que quelque part, le joueur le plus obscur, on ne fait pas une mêlée tout seul, le joueur le plus obscur doit se sacrifier à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc il y a des postes avec des qualités différentes, voilà, mais il n'y a pas ce mode star de Zidane marquant le but de la Coupe du Monde, quoi. C'est maillot numéro 10, c'est ça C'est le numéro 10, voilà. Mais le numéro 10 du rugby est un numéro 10 qui est comme les autres, alors que le numéro 10 du foot est effectivement souvent une star. En tout cas, vous vous reconnaissez dans celui qui entraîne derrière lui, qui est leader, mais en entraînant derrière lui ses troupes. Oui, je ne vais pas vous faire de fausses pudeurs. Moi, j'ai toujours aimé, depuis tout petit, être un peu devant, quoi, quitte à prendre des coups. Mais j'aime bien, effectivement, être... alors chef, ça fait tout de suite un peu dictateur. Mais c'est pas un gros mot. Mais je suis d'accord, c'est pas un gros mot, parce qu'il faut un moment que quelqu'un monte la direction. Il faut qu'il ait l'adhésion des uns et des autres. C'est ce que j'essaie de faire dans diverses facettes de ma vie, notamment en entreprise. Si je vous dis, je suis maître de mon destin, je suis capitaine de mon âme, est-ce que ça vous parle? Alors c'est un poème qui s'appelle Invictus, voilà, qui est un poème que Nelson Mandela récitait dans sa prison au pire moment au Cap, au pire moment de l'apartheid, quand je crois qu'il a passé 27 ans. Oui, c'est ça. Un poème de William Ernest Henley. Alors ça me manquait comme information. Voilà, je vous la donne. Et donc c'est une manière de dire, au fond, quelles que soient les circonstances externes. Donc là, il était dans une prison qui faisait, j'en sais rien, 6 mètres carrés, à casser des cailloux, enfin... Ouais. Donc une grande souffrance morale, mais cette idée de dire l'individu reste debout, entier, et son destin lui appartient, est une idée absolument formidable. Et évidemment très difficile à mettre en pensée, enfin à résister moralement quand on est au fond du trou comme il l'était, quoi. Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Le poète, quand il l'avait écrit, à l'époque, c'est parce qu'il venait de se faire amputer de la cheville, donc il allait pouvoir avancer difficilement, et il l'a écrit face à la douleur. Mais finalement, c'est très universel. C'est pas étonnant que Nelson Mandela se soit reconnu dans ce poème-là et que ces poèmes l'aient aidé à tenir. Mais c'est une force de caractère hors du commun, parce que, il faut voir les conditions dans lesquelles il était enfermé, sans espoir de sortir. Il était condamné à vie. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de lumière au bout. Voilà, on sait très bien que les condamnés à perpétuité, c'est une difficulté. Alors, dans le cas particulier, il était condamné injustement à perpétuité, et qu'il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'espoir. Hein, c'est l'espérance qui fait avancer. Et là, donc je trouve ce poème magnifique, et le film qui le met est un très beau film, et qui le met bien. D'ailleurs, le poème est vraiment le cœur puisque c'est le titre du film, le cœur du film. Alors pour tous ceux qui ont vu Invictus, moi je suis allée le voir parce que je savais qu'on allait en parler. C'est un film aussi sur l'inspiration. Moi c'est un des mots que j'ai retenu. Vous voyez, l'inspiration en rugby, et comment une nation, comment une équipe de rugby peut insuffler aussi de l'espoir à tout un peuple. Un film sur la réconciliation. Hein, quand même le moment le plus fort, je trouve, c'est cette capacité qu'a cet homme qui a été enfermé par des blancs sud-africains, enfin afrikaners, pendant 27 ans, et dont le premier sentiment doit être naturellement ce sentiment humain de revanche, que tout son entourage veut prendre sa revanche, et c'est assez humain, et le premier geste qu'il fait, enfin les premiers gestes qu'il fait sont des gestes de paix et de réconciliation, parce qu'il sait, c'est à la fois d'ailleurs ce qui était, je trouve fascinant, c'est à la fois un calcul, parce qu'il sait qu'il a besoin des blancs qui tiennent l'économie, voilà. Et c'est à la fois un geste un geste sur la longue route, c'est-à-dire un geste qui dit ce pays ne peut pas se construire sur une nouvelle guerre civile, donc il faut pardonner. Et évidemment, autour de lui, on ne va pas raconter le film, mais c'est un peu difficile à avaler, parce que pour tous les militants de l'ANC qui ont lutté, sont fait emprisonner, etc., bon, évidemment, c'est dur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est une telle icône
que par son statut charismatique, il a pu imposer à ses camarades de combat des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées. Ça commence d'ailleurs avec son équipe de garde du corps. C'est une partie du film que j'ai beaucoup aimée. Voilà, des blancs et des noirs dans son équipe de garde du corps. Et tout à fait. on voit l'histoire évoluer avec eux aussi. Alors, il est question de rugby dans Invictus, c'est aussi pour ça qu'on en parle. On rappelle que la Coupe du Monde à l'époque a été gagnée par l'Afrique du Sud. Contre toute attente. Oui, contre toute attente, ce qui partait de bien bas. Il n'aurait jamais dû gagner parce que la France a toujours dit que vous êtes d'accord que la victoire leur avait été... La demi-finale de Durban, oui, mais écoutez, volée. C'est pour j'allais dire, perdre un match de Coupe du Monde et contre faire l'histoire. Ressouder un pays, si vous voulez. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs parce que les joueurs du 15 de France ont été interviewés là, dans les dernières semaines et ils disaient, écoutez, on a perdu, on s'est fait voler ce match, mais on était dans la finale, enfin on a assisté à la finale derrière les poteaux et ça a été un moment tellement émouvant que, j'allais dire, ça valait, entre guillemets, cette demi-finale perdue. Toutes ces valeurs colportées par le sport en général et le rugby en particulier, on sent que ça parle aux gens, même à moi qui n'y connais rien en rugby, vous imaginez. Quelles sont les 2-3 valeurs que vous colleriez comme ça sur le rugby, donc il avait beaucoup pratiqué? Je suis prudent parce que c'est en train d'évoluer quand même assez vite. Hein. À cause de la professionnalisation a beaucoup changé les choses. Mais il y a vraiment une valeur de collectivité, c'est-à-dire qu'un individu ne gagne pas seul. Ça c'est certain, c'est la technique du jeu. Il y a une valeur de solidarité, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on ne laisse pas un copain ou un camarade de jeu dans la difficulté. Là, on voit bien d'ailleurs dans la finale, quand il y a le joueur All Black, qui s'appelle Lomu, qui est une espèce de bête, géant, ils se mettent à 4 pour l'arrêter. Donc il y a ce côté, vous voyez, solidaire. Et puis il y a quand même ce côté leadership. Enfin, une équipe fonctionne mieux quand elle est inspirée. Quand il y a quelqu'un à sa tête. Donc c'est pas juste un jeu, c'est un petit peu plus qu'un jeu parce qu'il faut souffrir, il faut prendre des chocs, il faut pas avoir peur. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que il faut pas non plus tomber dans l'angélisme Non, mais trop dire que voilà, le rugby école de la vie, etc. Oui, mais enfin il y a des tas de choses qui se passent en dehors du sport qui sont aussi très admirables, que ce soit en milieu associatif, etc. On retrouve ces valeurs. Je veux dire, elles ne sont pas exclusives au sport, bien au contraire. On a parlé de l'essai que vous avez créé, cette équipe de rugby, les Black Panthers. On a parlé de vos 10 ans à L'Oréal et de tout ce qui a suivi derrière. Mais entre les deux, il y a eu 2 années un peu spéciales. Personne n'a compris quand après l'essai, au lieu de faire comme tous vos petits amis, d'aller tout de suite dans les grands groupes pour valoriser vos études et votre talent, vous vous êtes engagé dans l'armée. Puis alors en plus, un peu les forces spéciales de la marine. C'était pas n'importe quoi. C'était quoi l'idée à l'époque? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Bon, d'abord, je savais que j'allais faire probablement 40 ans, voire plus, et on repousse l'âge de la retraite dans l'entreprise, parce que c'était les études que j'avais faites, et donc j'avais envie de faire un passage un peu différent. J'ai une tradition familiale aussi, mon père était officier de Légion, donc il y a un petit ADN militaire dans ma famille. Et puis j'avais envie de me tester un petit peu dans un univers très différent. Moi j'ai eu une enfance assez protégée, un milieu plutôt favorisé sur le plan... Fils de la bonne bourgeoisie de Neuilly. Voilà, exactement. Si on veut résumer les choses j'avais peu de confrontations dans un univers un peu plus hostile, un peu plus difficile. Donc là c'est donc les commandos de marine, il y a une sélection qui est relativement dure. Ça se passe en hiver en Bretagne. Voilà, c'est pas toujours très agréable. Il faut montrer une certaine détermination. On se retrouve avec des gens qui viennent de milieux assez différents. Et ça m'a permis, d'abord ça m'a donné une grande confiance en moi. Parce que ça montre quand même qu'on peut aller beaucoup plus loin que la volonté humaine et le corps, mais c'est beaucoup une affaire de volonté, peut aller plus loin que ce qu'on croit en général. C'est plus extensible que ce à quoi vous vous attendiez en tout cas. Bien sûr, mais d'ailleurs tous les spécialistes de la survie, etc., vous le dites. Vous savez, il y a un grand truc là, à Lorient, on dit, enfin chez les commandos, on dit, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'eau, de nuit, en Bretagne, donc il fait, je sais pas, 5-6 degrés, bon, c'est pas très très agréable. Et on vous dit, le froid, ça n'est qu'une information à gérer. Voilà, donc, et c'est vrai que la capacité de la volonté d'un être humain est en général beaucoup plus forte que certaines choses qui paraissent difficiles. Donc voilà, j'ai passé ce passage, après j'ai eu un commandement. J'avais 22 ans, je commandais des gens très expérimentés, on a été au Liban, on était en Afrique, enfin voilà, donc ça m'a donné une autre vision du monde, une autre vision des hommes, et je pense que ça m'a beaucoup fait mûrir, et ça m'a beaucoup aidé après.
Montrez-moi le petit objet que vous nous avez apporté. Alors je dis petit objet parce qu'il est vraiment tout petit. Vous allez vite reconnaître. Mais c'était comme ça, je pouvais le porter sur mon scooter. Vous voyez. Alors c'est un petit caillou. Alors, je ne sais pas si on le voit. Tout petit caillou marron. Voilà. Et en fait. Avec une forme de caillou. Hein. Il est c'est très un banal. caillou. Il est très banal votre caillou, Geoffroy Roux de Bézieux. Je tiens à vous le dire. Quand même. Il est effectivement très banal. Alors pourquoi je l'ai amené là? Parce que vous m'avez demandé d'amener un objet et qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai retrouvé un vieux copain que j'avais perdu de vue, qui est un commando marine, et il m'a ramené ce caillou d'Arta. Arta, c'est un petit village qui se situe dans le désert djiboutien, et où j'ai passé 4 mois assez particuliers, avec une vie très très différente de celle qui a été la mienne avant et après. Donc c'est un souvenir, c'est un souvenir d'une période un peu particulière, où les rapports humains, si vous voulez, ce qui est assez formidable dans les forces spéciales, enfin en général dans l'armée, c'est que les rapports humains sont beaucoup plus dépouillé, franc. On est dans une vérité peut-être plus proche, en tout cas, de ce qu'on peut trouver peut-être ailleurs, ou en tout cas parfois dans l'entreprise. Je range mon caillou. Hein. Ah, mais rangez votre caillou, Geoffroy Roux de Bézieux, il n'y a pas de souci. Le général Georges Lain, qui est chef d'état-major des armées, actuellement a cette phrase, en parlant des militaires, il dit que les militaires, nous sommes les dépositaires de la violence des États, d'où une discipline forte fondée sur une obéissance active. Pas l'obéissance bête et méchante. C'est une phrase que vous rejoignez, c'est comme ça que vous avez vécu l'armée? Oui, d'autant plus que force spéciale, c'est des petites unités. Hein, on se retrouve à 5, 6, 3, 4. Enfin, le rapport hiérarchique est beaucoup plus simple. Il n'y a pas les galons. Enfin, il y a des galons, mais c'est surtout la capacité à mener une opération, à subir un entraînement physique qui fait la différence. Et c'est vrai que c'est une obéissance intelligente, si vous voulez, une obéissance active. C'est vrai que c'est une violence maîtrisée, hein, parce que le monde n'est pas un monde pacifié, encore plus maintenant. On le voit, donc les commandos sont intervenus en Afghanistan, sont intervenus en Somalie pour il faut être capable d'intervenir avec violence, parfois de tuer. Mais évidemment, ce que vous avez fait? Non, heureusement, mais j'aurais pu le faire. Arriver. Et comment dire ça, il faut que cette violence, qui est une violence de défense, hein, existe, mais elle peut assez vite déchaîner les instincts les plus bas de l'homme. Et donc c'est tout cet rapport ambigu entre ne pas déchaîner les instincts qui sommeillent au fond de nous, peut-être pas tous, mais enfin d'un certain nombre d'entre nous, tout en incapable d'exercer une violence contrôlée. Ouais, donc c'est une très bonne définition. Est-ce que vous avez beaucoup appris pendant ces 2 années, vous nous l'avez dit, vous étiez dans des états difficiles, on ne parle plus de guerre, je crois qu'on parle d'état de guerre, hein, mais c'est quoi le plus dur? C'est ces 2 années-là, ou c'est après le monde de la finance et de l'entreprise, qui n'est pas non plus, comme vous disiez, le monde des bisounours Les deux sont un peu différents. Ouais, non, mais les deux sont un peu différents. D'abord, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, mes 2 années de commando marine. Enfin, je veux dire, c'était dur physiquement, c'était quelquefois un peu tendu, mais moi, j'aime aussi. Enfin, c'est pas que subir pour s'endurcir. Hein, c'est aussi un certain plaisir, hein, d'aller jusqu'au bout des choses, de faire des choses un peu ordinaires, d'avoir une part d'adrénaline. Hein, dedans, il y a aussi besoin de se prouver des choses encore. Oui, et puis se mettre en danger. L'entreprise, c'est pas un monde effectivement où tout est rose, mais c'est pas non plus le monde cruel quelquefois que certains veulent bien décrire. En tout cas, l'entreprise, il faut dire que c'est plus facile, une entreprise qu'on crée, qui marche bien, où les collaborateurs ont des promotions, où les collaborateurs gagnent de l'argent et voient leur salaire augmenter. Bah, évidemment, c'est quand même plus facile. Quand moi j'ai démarré ma première entreprise, donc Phonaos, en 96, on était donc 4 ou 5, je crois, dans un magasin avenue de Wagram. 3-4 ans après, on devait être 500. C'est vrai que vous vous déguisiez en faux client pour attirer le chaland? Pas en faux client, en client. Vous vous déguisiez en client, oui, de temps en temps, il y avait faire croire qu'il y avait du monde dans le magasin. On a démarré, si vous voulez, voilà, on a vraiment démarré avec une boutique, mon associé et moi, et puis 4 vendeurs, et puis c'était parti, quoi. Donc c'est des moments très exaltants, où on bosse énormément, on passe des heures, enfin très au-delà des horaires entre guillemets normaux de travail, mais aussi un sentiment d'accomplissement formidable. Vous parliez de votre père très rapidement en nous disant qu'il avait fait la Légion. C'est même plus que ça, votre papa, c'est quand même un héros. Hein. Si j'ai bien compris, il s'est pris une balle dans la tête pour sauver son capitaine quand même. Alors c'est pas son capitaine, c'est un de ses légionnaires. Mais enfin, un de ses légionnaires. Voilà. Effectivement, en Algérie, il y a donc, alors c'était en 58, vous voyez, donc, il y a très longtemps, effectivement, c'est la tradition de la Légion, il s'est précipité au chevet d'un blessé. Là, il a pris une balle dans la tête et miraculeusement,
de manière assez étonnante, la balle a ricoché sur la mâchoire. Elle devait pas être de très bonne constitution, cette balle, et elle est ressortie dans le cou. Donc il a eu 3 mois enfin bref, pas mal d'ennuis, mais enfin il a vécu jusqu'à 75 ans, donc enfin voilà, il en est sorti. Donc effectivement, ça a sûrement joué dans une forme d'inspiration pour moi. Oui, puis c'est quelqu'un qui a fait HEC, qui avait fait Harvard. Est-ce qu'on arrive à grandir dans l'ombre comme ça d'un père tutélaire, malgré tout? Vous étiez l'aîné, vous, des enfants, hein? Oui, parce que c'est un père qui m'a toujours encouragé dans tout ce que j'ai fait, qui m'a plutôt poussé, qui n'était pas justement envahissant, si vous voulez, était très différent de moi pour certains côtés. C'est-à-dire que vous l'auriez jamais vu sur un plateau de télévision, c'était une autre époque aussi. Oui. Très discret, très humble, une éducation assez stricte, et donc il a fait en sorte que ses enfants grandissent de manière autonome. Et est-ce que vous avez été élevé un peu sur l'exemple du maréchal Leclerc, quoi, dans un esprit à la fois de fronde et d'obéissance, pour vraiment vous appartenir? Je ne sais pas si, enfin, je connais pas l'éducation du maréchal Leclerc, Non, mais oui, enfin, en tout cas, c'était une dire. obéissance intelligente, hein, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était pas, vous voyez, on obéit qu'aux règles, et en même temps, il y avait des règles. Heureusement qu'il y a des règles, les enfants ont besoin de règles. Mais la prise d'initiative était encouragée. Et je pense que c'est une grande force, c'est ce que j'essaie de reproduire. Pas toujours facile avec mes enfants. Avec vos enfants qui sont des grands-enfants De 16 à 6, donc... ah oui, non, il y a un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre, justement, comme valeur, par rapport à ce que vous avez compris de la vie, qu'est-ce que vous essayez de leur expliquer? Notamment peut-être aux plus grands. Écoutez, il y a beaucoup de choses à leur expliquer. C'est une des difficultés. Et puis, il faut leur transmettre des choses, mais il faut aussi qu'ils fassent leur propre jugement. Alors, c'est quoi l'essentiel à transmettre? Écoutez, quelques mots en vrac. Vérité. On ne peut pas vivre durablement dans le mensonge. Alors bien sûr, on fait tous des petits mensonges de temps en temps, mais je veux dire, je crois vraiment que vérité est une... Après, il y a un autre mot que j'appellerais ça initiative, même si c'est peut-être pas un très beau mot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas subir ce que la vie quelquefois vous impose, il faut prendre des initiatives, on est un être libre, quelles que soient d'ailleurs les circonstances, hein, on doit être capable de démissionner quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, on doit être capable de... Cette liberté, en fait, plutôt qu'initiative d'ailleurs. De se rester fidèle, en tout cas. Oui, quelque part, et puis de créer ce pourquoi on est fait. Moi, vous connaissez peut-être l'évangile des talents, qui peut être interprété de 36 manières, la parabole des talents, tout à fait, il y en a 2 en plus, hein, donc on peut être... mais j'ai cette idée de dire, chaque être humain est, en fonction de sa naissance, de son milieu, des circonstances, capable de donner quelque chose aux autres, et de donner le meilleur de lui-même, et c'est cette chance-là qu'il faut saisir. Alors tout à l'heure, je vous disais que j'avais interviewé des amis à vous et que chacun avait une question à vous poser. Alors voici maintenant la question de M. Gonzague de Blinière, qui travaille dans une banque qui s'appelle la Barclays. Est-ce que tu n'as pas attrapé la grosse tête? Est-ce que tu n'es pas perverti par tout l'argent que l'on brasse dans ce milieu? Sous-entendu, quelle est ta relation avec l'argent? Je pourrais lui retourner la question, mais c'est pas lui qui est sur le fauteuil, donc, parce qu'il gagne très bien sa vie comme banquier. Bien sûr que, il faut pas... moi, je crache pas sur l'argent. C'est-à-dire que d'abord, c'est la matérialisation de beaucoup d'efforts. Ça permet d'avoir un confort de vie. Ça donne une extraordinaire liberté dans beaucoup de circonstances. Oui, je ne sais pas, moi. Racontez-moi. Si vous voulez, on croit souvent que l'argent, c'est comment dire... la maison de la réussite, et donc il faut le dépenser, donc avoir une grosse maison, 5 bagnoles, etc. Bon, oui, un peu, parce que c'est agréable, qu'on aime bien le confort. Bon, moi, j'ai pas 5 bagnoles, mais j'ai une belle maison, et voilà, j'en suis content. Mais c'est aussi, surtout, 2 choses, je pense. Un, la capacité de recommencer, alors que ce soit en caritatif ou en création d'entreprise. C'est-à-dire que l'argent qui dort, l'argent qui est à la banque et qui sert un intérêt, ça sert justement à rien. Et puis, c'est un grand détachement vis-à-vis des pressions. On parlait de l'UNEDIC tout à l'heure. Moi, je fais ça de manière bénévole. J'ai des idées, mais je suis évidemment pas sensible aux pressions. C'est-à-dire que, voilà, si jamais un jour je suis viré, ou je dois partir... Vous n'êtes pas retenu par des questions financières. Voilà, c'est un luxe, hein, c'est une chance très très forte, mais ça permet peut-être d'approcher plus la vérité. On a parlé de la Fondation RB, on n'en a pas encore parlé vraiment, on l'a juste cité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Fondation RB, sachant que vous l'avez créée avec de l'argent issu de la vente de Phone House? Voilà, quand j'ai vendu ma première entreprise, j'ai décidé de mettre à peu près 10% du produit de la vente dans une fondation. Il faut savoir qu'en France, en fait, contrairement peut-être à ce qu'on croit, la fiscalité pour tous les
Les investissements caritatifs est extrêmement favorables. Donc on a monté ça il y a 4 ans avec mon épouse. Sabine, que l'on salue au passage. Voilà, exactement. Et votre épouse, votre allié, votre partenaire. Oui, tout à fait. Et qui gère la famille nombreuse. Et l'idée, on n'avait pas une cause, si vous voulez, très unique. Définie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, on peut dire que toutes les causes sont justes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas choisi de soutenir la recherche sur le cancer, de soutenir Alzheimer, de soutenir tel pays. Donc on a un peu appris en marchant, en donnant plutôt à des petites associations, voire directement dans les pays. Ça, c'est le premier point. Des petites sommes, donc quelques dizaines de milliers d'euros à chaque fois, pour être, voire quelques fois moins, pour essayer de voir comment ça fonctionne. Et avec une volonté de s'impliquer beaucoup. C'est un petit peu, si vous voulez, la mentalité d'un investisseur professionnel dans le business. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'argent qui revient, qu'on ne doit pas être exigeant dans la manière dont l'argent est utilisé et de l'efficacité de l'aide en question. Voilà, c'est un peu la philosophie. Donc on apprend, on est en train de découvrir un peu comment ça marche. La philanthropie en France, c'est beaucoup moins développé que dans les pays anglo-saxons. Hein. Tous les grands milliardaires américains ont tous une fondation. Récemment, on connaît la fondation de Bill Gates, mais il y en a d'autres. Donc eux sont extrêmement rodés. Bon, on n'est pas du tout, en ce qui me concerne, dans les mêmes montants. Mais alors on ne le dit pas assez, mais c'est une grande satisfaction. Il y a un bouquin de Clinton là, que j'aurais pu amener d'ailleurs, qui, je ne sais plus comment c'est formulé en anglais, mais en gros, en donnant, on se fait plaisir. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est-à-dire que, ben oui, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, quand on voit que ce qu'on a donné a produit quelque part des fruits, alors pas toujours exactement comme on sait, ben c'est un sentiment enfin, c'est un sentiment agréable, un peu égoïste hein, d'ailleurs d'une certaine manière. Mais il ne faut pas avoir honte de le dire, je crois. Alors, donner comme par exemple à ce prêtre, racontez-nous un peu vos vacances de Noël, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous êtes allé voir un prêtre un peu particulier. Il y avait 2 parties. Il y avait une première partie, on était en famille dans un hôtel superbe au bord d'une plage. Puis après, on a emmené toute la famille. Ah oui, au bord d'une plage, donc il faisait faire chaud, ça ne devait pas être en France. Donc on était en Thaïlande, oui, j'ai oublié de vous dire où c'était. Et puis après, on est parti au nord-est de la Thaïlande, le long de la frontière birmane, voir un missionnaire qu'on avait aidé, sans le connaître, qui s'appelle le Père Alain, et qui s'occupe de villages Karen. Les Karen, c'est une ethnie montagnarde qui est animiste ou chrétienne, suivant les cas, et qui est... alors en Birmanie, ils sont très persécutés, il y a eu une guérilla pendant très longtemps, il y a encore une guérilla. En Thaïlande, ils sont juste méprisés. Donc ils ont du mal parce qu'ils parlent pas thaï, etc. Ils sont pas bouddhistes à s'intégrer dans la société thaïlandaise qui par ailleurs connaît une formidable croissance. Et ce que fait le Père Alain, c'est des écoles. Donc il a fait 7 écoles dans des villages de montagne. Alors c'est assez loin, il faut prendre des kilomètres de piste. Enfin bref, il faut. Ce que vous avez fait. Ce qu'on a fait, en famille. En famille, oui, mais les enfants, on fait beaucoup de marches donc ils sont à peu près aguerris là-dessus. Puis c'est bien, vous savez, quand vous emmenez des enfants dans un hôtel de luxe, c'est important qu'ils voient qu'il y a un autre bout, enfin, que le monde n'est pas juste fait de trucs 5 étoiles. Et voilà, on est allé voir un peu ce qu'il faisait, et c'est un type formidable qui a d'abord une énergie, enfin, il respire le bonheur, hein, c'est important de le dire, il est heureux là-bas alors qu'il est là depuis 8 ans, il parle le carène, donc voilà, on a fait une messe de Noël avec il est né de divin enfant en carène, donc ça c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et il a construit un dispensaire, une école, des chapelles. Avec votre argent donc? Non, pas que avec mon argent, avec de l'argent qu'il reçoit, donc là on va essayer de faire une chapelle et une école, enfin voilà, donc et c'est un type, enfin, si vous voulez, c'est quand je vous disais ça, on revient de là enthousiasmé, parce qu'il a vraiment la foi, alors j'avais de la foi du missionnaire, c'est vraiment le cas de le dire, une énergie, et puis il est heureux, c'est ça qui est formidable, et puis il rend les gens heureux autour de lui. Donc, et ça vous porte, vous oui, dans votre foi aussi. Oui, parce que quelquefois les journées sont pas toutes comme ça, quoi. Et donc bon, on est quand même globalement dans des pays où ça râle, quoi. Rencontrer des gens qui ont la pêche, qui sont heureux de ce qu'ils font, qui sont pleins de projets, qui sont enthousiastes, qui râlent pas, qui prennent en main, c'est pas tous les jours dans notre beau pays, quoi. Donc là, voilà, on a passé que quelques jours, mais ça
c'est un bon boost, quoi. Avec un prêtre des missions étrangères de Paris. Voilà, c'est ça. On le précise. Vous la qualifieriez comment, votre foi? Plutôt mystique, plutôt pratique? Parce qu'on vous sent beaucoup dans le faire, dans l'énergie, dans aller en avance. Écoutez, bon, d'abord, je suis catholique, pratiquant, mais enfin, je suis forcément, comme tout le monde, un catholique qui pêche, parce que c'est une aspiration à la sainteté qu'on n'a pas tous, enfin, en tout cas, la majorité d'entre nous. C'est la combinaison d'une espérance, parce que avant tout, c'est ça, hein, c'est l'idée de dire que ben, voilà, tout ça ne s'arrêtera pas à la fin de la vie, et puis celle d'une éthique aussi, hein, qui peut être une éthique, j'allais dire, sans la foi, hein, parce qu'il y a des tas de gens Bien qui... sûr. Donc cette espèce de combinaison, mais enfin tous les jours, comment dire, j'ai du mal à mettre en pratique de manière quotidienne. Ah non, on en est tous là, Geoffroy. Vous me rassurez, Ah vous bon me rassurez, vous me rassurez. Vous inquiétez Non, mais pas. c'est probablement un peu plus difficile quand on est en position de décision, parce que les actes d'un chef d'entreprise tous les jours, enfin, on prend des décisions et quelquefois des décisions dures tous les jours. Enfin, toutes les minutes, on passe son temps à prendre des décisions, et c'est vrai que avoir le souci de l'autre dans ses décisions est parfois très difficile. Oui, parce que vous avez charge d'âme aussi en Voilà, tant qu'entrepreneur. entre guillemets, voilà, c'est ça. Et donc, licencier un collaborateur qui ne fait pas l'affaire, qui ne performe pas, dont on sait qu'il va avoir du mal à retrouver du travail, c'est un acte extrêmement difficile. C'est une décision probablement qui est la bonne décision, parce que il reste là, il va au contraire s'enfoncer, tirer les eaux vers le bas, etc. Mais une fois que vous êtes face à lui pour lui expliquer ça, et qu'il s'effondre en pleurant, voilà. De la théorie à la pratique, il y a quand même un pas. Humainement, c'est difficile. Est-ce qu'après, il n'y a pas des manières plus douces de licencier, c'est-à-dire avec un vrai accompagnement derrière? Bien sûr, voilà, non, mais bien sûr, on peut accompagner, on peut s'adresser à la personne humaine, hein, et pas s'adresser à un numéro dans l'entreprise. Ben, ça ne change pas la décision de fond, et ça ne change pas la difficulté des choses, quoi. Donc moi j'ai de la chance, si vous voulez, d'un secteur qui est plutôt porteur, de créer des entreprises. Donc j'ai rarement, voire jamais, eu faire face à des très grosses difficultés. Mais chaque décision de faire partir des gens est une décision très difficile. Alors, on ne le dit pas assez, mais il y a des cas où, au fond, si on est honnête intellectuellement, quand vous faites partir des gens qui sont jeunes dans un secteur employable, bon, évidemment, ils prennent mal, etc. Mais en réalité, on sait très bien que le marché du travail est tel qu'ils vont retrouver un emploi. Mais quand on parle de gens plus âgés, dans des secteurs où des compétences qui sont moins fortes, etc., qui a peut-être des problèmes familiaux à la maison, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'entrepreneur ou le président de l'UNEDIC qui nous parle? C'est un peu les deux. Moi, je ne crois pas. Alors, ça, c'était un point que je partage avec l'encyclique que vous nous avez amené, l'encyclique de Benoît XVI. C'est de dire, je ne crois pas à la séparation de la sphère économique de la sphère politique. Hein, ce n'est pas deux mondes complètement étanches, puisqu'on a une influence sur les politiques ont une influence sur nous. Donc, moi, je suis assez à l'aise avec mes deux casquettes. Hein. Je sais qu'il y a des gens que ça perturbe, voire ça dérange. Oui, parce qu'en France, on aime mettre les étiquettes, voilà, on sait moi, tout ça. je pense que c'est important d'avoir un pied dans la vraie vie des entreprises et aussi un pied dans le parapublic, en quelque sorte. Enfin, si on peut le faire, hein, parce qu'évidemment, c'est une question de temps, etc. Mais enfin, je ne vois pas de contradiction personnelle là-dessus. Alors, vous avez tenu justement à nous amener la dernière encyclique du pape, l'amour dans la vérité, avec un chapitre très précis. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs catholiques ont dû buter. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Sur les passages que vous avez choisis pour nous. Est-ce que vous voulez bien nous oui, en alors faire part? donc il y a deux passages, mais qui se renvoient l'un l'autre, enfin qui se complètent. Le premier, c'est l'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. Jusque-là, j'allais dire, on comprend assez bien. Arrêtons-nous là, vous l'interprétez quand même, expliquez-nous. Vous l'interprétez comment, parce que, si vous voulez, l'être humain n'est niveau. pas juste un être marchand pour qui tout est un... L'économie de marché, c'est une économie qui est fondée sur l'échange. Hein, je suis boulanger, je te donne... Enfin, du troc, je te donne un pain, et toi, tu es agriculteur, tu me donnes un chou-fleur. Après, il faut 2 baguettes pour faire un chou-fleur, ou 2 chou-fleurs pour faire une baguette. Mais donc, on est toujours dans un contrat explicite ou implicite, parce que bon, on va pas faire un contrat chaque fois d'acheter une baguette. Donc, ça, c'est la dimension non transcendentielle. Enfin, c'est ce qu'on vit, nous, tous les jours. Et c'est vrai que le don, quand on fait quelque chose de gratuit, on dépasse cette densité. Et c'est la différence entre nous et les animaux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, alors, sans être tous des mères Teresa, mais on fait tous, toute la journée, moi, même les gens... j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans le don. Enfin, on déjà, est très quand on souvent est parent, dans le don. Mais bien sûr, on est très souvent dans le don. Parents, on est très souvent passe dans notre le temps don. à ça, quoi. Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est que
Alors il faut que je retrouve là, voilà. Enfin, il y a plein de phrases intéressantes, mais celle que j'ai choisie, c'est dans les relations marchandes, donc dans l'entreprise, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué parce que, en tant que chef d'entreprise, en tant que collaborateur d'une entreprise, est-ce qu'on est vraiment dans la logique du don ou est-ce qu'on est dans la logique du contrat implicite? C'est-à-dire que si par exemple, pour un exemple idiot, mais je décide de déménager l'entreprise pour des locaux plus grands, plus confortables, je passe du temps avec les gens, c'est aussi parce que quelque part j'ai envie qu'ils restent, je cherche à les fidéliser. Donc il y a quelque part un contrat implicite et donc le don n'est pas complètement gratuit. De la même façon, des collaborateurs qui restent tard au bureau, c'est parce que soit un don pour eux, ils ont envie de bien faire leur travail parce que ça leur donne une valorisation personnelle. On n'est jamais complètement dans le don gratuit. D'ailleurs, le don le plus gratuit pour un chef d'entreprise, c'est son temps. C'est être capable d'écouter les collaborateurs alors qu'il a 15 000 trucs à faire, quoi. Je suis pas très bon là-dessus, d'ailleurs. Oui, on m'a dit. On m'a dit effectivement, vous aviez tendance à bâcler certaines choses. Je fais vite. Vous n'écoutiez voilà, pas assez. Donc j'ai cité ces deux passages parce que comment dire ça? Voilà, je bute dur sur ce sujet-là. Si on doit respecter l'encyclique à la lettre, le don le principe du don et la gratuité dans l'entreprise, pas facile. Alors, cela dit, c'est ce qu'on m'a dit vous concernant effectivement que vous aviez tendance à aller un peu vite, sauf un autre de vos amis, Pascal Lebar, qui travaille chez Sequoia Capital, et qui me disait il est en train de changer, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est peut-être l'approche de la cinquantaine, je ne sais pas. Il écoute plus qu'avant, il est plus posé, il fait plus attention aux autres, et il est en train de développer, alors tout ça entre guillemets, sa part de féminité. On sait tous qu'on a une part, un cerveau masculin, un cerveau féminin, une part de créativité et de sensibilité qu'a priori vous n'aviez pas avant. Réponse, Geoffroy Roux de Bézieux. Écoutez, on évolue bien sûr, hein, on n'est pas le même à 20 ans, à 30 et à 50, donc il y a sûrement une évolution. Après, sur la créativité, je pense que c'est un de mes points forts depuis toujours. Hein. J'ai un peu une boîte à idées avec plein d'idées à jeter. Un côté très foisonnant. Voilà, avec vraiment plein d'idées à jeter à la poubelle. Sur la sensibilité, oui, c'est vrai que j'étais un peu sur un modèle de management marche ou crève. Donc voilà, qui même me suivent et ceux qui n'arrivent pas à suivre, il faut qu'ils trouvent quelqu'un où ça va moins vite, quoi. Je suis un peu revenu de ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, quelquefois, c'est utile d'avoir différents rythmes dans une entreprise, parce que quelquefois, il y a des moments où les gens ont des difficultés, mais ils se reprennent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est sûrement quelque chose sur lequel j'ai progressé. Mais c'est quand même pas un point fort. Et est-ce que le fait d'être devenu père, il y a donc 16 ans, hein, votre aîné à 16 ans, a changé les choses? Parce que ça nous décentre de nous quand même, quand on a des enfants qui apparaissent. Pas tellement sur mon mode de management, parce que c'est plutôt une question de mode de management, mais certainement sur le plan de personnalité. C'est-à-dire que ça. Je parlais du mode de management. Ouais. Moi, quand je suis devenue mère, je sais que j'ai changé ma manière de travailler en journalisme. On me l'a dit, on l'a remarqué. Est-ce que vous avez changé votre mode de management? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé fondamentalement. J'ai toujours cette conviction que c'est très lié quand même à la création d'entreprise. On ne manage pas une entreprise, donc l'entreprise que je crée aujourd'hui s'appelle Omer Télécom, dont la marque principale est Virgin Mobile. On est dans un marché de géants. Nos concurrents, c'est Bouygues, Orange, SFR et Free. Donc, si on manage cette entreprise au même rythme, avec les mêmes idées, avec le même process bureaucratique qu'une grande entreprise, on n'y arrivera jamais. On est 200 et ils sont 8000. Donc à un moment, on est sûr de ne pas gagner ou de ne pas gagner de part de marché. Donc un entrepreneur, ça va forcément à contre-courant, hein, c'est Schumpeter qui disait ça. Et pour ça, il est obligé d'aller plus vite, de prendre des voies détournées. Il est obligé d'être plus créatif, donc. Plus créatif, plus mobile. On disait dans les commandos, on disait dans le commando félin et manœuvrier. Vous voyez, donc vous disiez quoi? Félin et manœuvrier. Félin et manœuvrier. Non, mais c'est cette capacité de trouver une porte ou une fenêtre quand tous les autres sont arrêtés. Parce que sinon, il n'y a pas de mystère. Les marchés ne bougeraient pas. Et l'entrepreneur, il est en rupture. Il est forcément en rupture avec le modèle avant. Voilà. Donc, je pense que le type d'entreprise que j'ai créé et dirigé joue aussi beaucoup
sur mon mode de management. Alors on se trouve, hein, je veux dire, ça correspond à mon tempérament, voilà, c'est un tout. Juste une petite question de curiosité mal placée de journaliste. Vous m'avez dit que votre boîte, dans son nom pas très connu, s'appelle Homer. C'était quoi le message là avec Homer? C'était parce qu'on a commencé avec Braise Mobile. Oui. Et Braise Mobile en Bretagne, voilà. Et donc le nom de la société, c'était Opérateur Mobile Régional. Homer, voilà. Bon, moi qui cherchais autre chose, dans l'Antiquité. Non, c'est pas Homer avec un H, c'est O-M-E-R, voilà. D'accord, plutôt genre Homer Simpson. Voilà, rien à voir. Rien à voir. C'est pas du tout les. C'est pas le héros antique. Les mêmes références. Vous avez quel rapport avec le petit garçon que vous étiez? Est-ce qu'il est encore très présent en vous, ce petit gamin qui visiblement vous est quand même, qui était assez chahuteur? Je suis pas un spécialiste de la psychanalyse. Non, mais sans parler de psychanalyse, mais est-ce que vous êtes encore très en lien avec votre enfance? Je suis assez fidèle, bon, à ma famille, à mes racines et à l'enfant que j'ai été. Alors, il y a des choses donc voilà Mais il rêvait pas de devenir PDG de Virgin Mobile et président de l'UNEDIC, cet enfant-là. Il voulait faire quoi? Non, ça c'est sûr et certain. Il voulait faire quoi? Non, il savait pas. Moi, j'avais pas de vocation. C'est une chance formidable hein, de savoir à 17 ans qu'on veut être médecin, avocat, etc. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais beaucoup d'énergie. Voilà, donc j'ai sûrement voulu être militaire, pompier, joueur de rugby, comme tous les garçons ou comme beaucoup de garçons. Mais enfin, vous voyez, j'avais pas de vraie vocation ni de plan de carrière, et ça s'est fait beaucoup au hasard, hein, des rencontres, des opportunités, etc. Donc j'ai l'impression que j'étais plutôt fait pour créer des entreprises. Mais si j'avais pas saisi ma chance, peut-être que je serais toujours... voilà. 4 fois. Ça fait 4 fois dans l'émission que vous prononcez le mot chance. Alors on va s'arrêter 2 secondes dessus. On a l'impression que ça a été un vrai facteur dans votre vie professionnelle en tout cas. Oui, je crois qu'il y a un facteur chance. C'est saisir sa chance. Je m'étais dit, s'il le dit une 4e fois, je vous pose la question. D'accord. Voilà. Oui, il y a un facteur chance, ça c'est sûr. Il faut savoir la saisir. C'est-à-dire que moi, faut la reconnaître. J'étais 10 ans chez L'Oréal, qui est une boîte formidable, qui vous donne beaucoup de responsabilités. J'étais patron en Pologne. Donc voilà, j'avais 32, tout se passait bien, des stock options, enfin voilà, donc j'avais pas tellement de raison de quitter cette carrière assez linéaire. Puis bon, j'ai rencontré des gens qui avaient monté une boîte assez similaire à Phonaos, mais qui démarrait en Angleterre, on a discuté, etc. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai pas envie je sens en moi une énergie, une force que une grande entreprise pourra pas utiliser à plein. Il fallait sortir d'une certaine zone de confort qui allait vous endormir un peu? Un petit peu. C'est à la fois ça, à la fois une certaine satisfaction, et puis une conviction que je ne serais pas utilisé à plein. Hein, c'est la parabole des talents, quoi. Je me suis dit, voilà, je pense que je suis fait pour créer des entreprises, pour créer un truc à partir de rien. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais j'ai eu La deuxième fois, c'est très facile. Vous savez que ça a marché, donc vous avez de l'argent. Donc la deuxième boîte, elle est... Enfin, le seul risque, c'est de se planter. Mais avec la première, vous quittez un confort financier, matériel, et il y a une zone de risque. Mais elle est où la chance là-dedans, alors? Parce que la chance, c'est de rencontrer à un moment le bon type qui a un projet intéressant, que vous pouvez copier. C'est d'arriver au moment où le mobile démarre. Nous, on a créé donc Phonaos, on l'a créé avec mon associé fin 95, et début 96 ou mi-96, je me souviens plus, Bouygues se lance. Et à l'époque, avant, le mobile, c'était un gros machin comme ça, dans les voitures, c'était Radiocom 2000. Oui, qui pesait 20 kilos, d'accord. Voilà, réservé à une élite de PDG, d'avocats, etc. Et puis, grâce à Bouygues, c'est devenu un produit grand public. Mais c'est pas de la chance, ça, c'est de l'étude de marché, c'est du travail, c'est de l'attention, de la veille. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Moi, je suis très intuitif, et donc je me serais lancé 2 ans avant. Je me serais probablement planté, ou j'aurais galéré. Et 2 ans après, c'était trop tard, les places étaient prises. Oui, donc quand même, il y a un petit flair quand même. C'est un mélange, hein, c'est un mélange de flair et de chance. Et il y a d'autres moments dans votre vie où vous avez eu de la chance, mais peut-être pas que la vie professionnelle, quoi. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être accompagné, en tout cas C'est pas, enfin, la chance, c'est pas au sens, j'ai un simple patron qui me dit, tiens, va faire du téléphone mobile, parce que c'est un bon coup. Comment dire ça? Oui, c'est toujours un peu une affaire de chance à chaque carrefour. Mais c'est vrai que c'est peut-être dans la création d'entreprise que j'ai eu ce point le plus manifeste. Et alors, vous avez grosso modo encore 50 ans à vivre. Vous les imaginez comment? Vous avez 98 ans, là, vous me rajoutez quand même une période de vie un peu longue. Pourquoi pas? Non, mais j'en serais ravi. Mais... Vous voyez ça comment les 50 prochaines années? Est-ce que vous avez envie vous avez encore cette rage, cette faim de créer? Vous avez envie de passer à autre chose, peut-être d'être un peu comme le réclame un peu votre femme, un peu de passer dans le charity business, un peu le tout humanitaire Je sais pas, j'ai pas de plan. Non, bien sûr. Donc je verrai un peu, j'essaierai de saisir mes chances comme les autres. D'abord,
compte m'occuper activement de ma famille. J'espère que j'aurai quand même. un certain nombre de petits-enfants, etc. Enfin, je pense que ça fait partie. À un moment, le grand-père, il est là. Enfin, le grand-père, les grands-parents sont là aussi pour transmettre un certain nombre de choses. Après, c'est vrai que peut-être que je ne créerai pas une troisième boîte ex nihilo, parce que ça réclame beaucoup bouquinage et c'est pompant. On met beaucoup d'affect aussi avec les gens. Hein, Bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas peut-être câblé pour refaire ça. Donc je laisse la porte ouverte à d'autres plans, mais sans planifier. Je me suis aperçu que quand on planifie, ça n'arrive jamais comme c'est prévu, quoi. Mais traditionnellement, dans vos parcours, après, on va vers la politique en général. Enfin, je ne ferai pas de politique. D'abord, je suis peut-être un peu vieux pour me lancer en politique. Mais 47 ans, un peu vieux. Vous avez vu l'âge qu'ils ont tous? Oui, ils ont tous commencé. Il y a besoin de cathos en politique. Ça, peut-être, mais ils ont tous commencé très jeunes. Et moi, je ne suis pas du tout critique des politiques. Hein. C'est un peu la tasse de thé habituelle des patrons de critiquer les politiques. Mais c'est un sacerdoce au sens temps du terme invraisemblable. Donc ça ne collerait pas au niveau famille? Oui, moi je ne me vois pas, si vous voulez, passer 7 jours sur 7, parce que c'est ça. Oui, bien sûr. Et je dis ça avec beaucoup de respect pour les politiques, d'autant plus que quand on est maire ou quand on est député, on doit être à l'écoute des gens, que quelquefois, il faut le dire, hein, en n'étant pas trop langue de bois, les problèmes de voisinage, c'est quand même pas passionnant, hein, cette espèce d'immense réunion de copropriété. Il y a un homme politique qui m'a dit un jour, j'ai trouvé ça très juste, il faut aimer les gens. Qui vous a dit ça? C'est Patrick Devidjian, en fait. Je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une ambition personnelle, bien sûr qu'il faut être un peu tordu, bien sûr qu'il faut être un peu... parce que c'est quand même c'est pas non plus le monde des bisounours, mais il faut aussi être capable de, quand on fait sa permanence de maire le vendredi après-midi, de voir défiler un peu des tas de gens avec des problèmes, aimer résoudre ces problèmes-là, etc., etc. Donc il y a un côté noble de politique, mais que je suis pas prêt à assumer à titre personnel en termes d'emploi du temps, quoi. D'accord, donc c'est plus de temps resserrer un peu sur la famille aussi, parce qu'il y a encore des petits chez vous. Voilà, aussi. exactement. Et puis, mais c'est un choix tout à fait respectable. Hein. Quand je dis ça, c'est pas une critique de ce que font les politiques, parce qu'ils donnent beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? L'émission se termine, Geoffroy Roux de Bézieux. Les 40 dernières secondes vous appartiennent. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous pour donc ces 50 prochaines années? Écoutez, autant de bonheur familial que celui que j'ai eu pendant les 7 premières. Bravo madame, on va quand même la saluer. Oui, parce que voilà, on est une famille assez unie, même au sens large, hein, je veux dire, beaucoup de cousins, etc. Et je trouve que c'était une valeur assez essentielle, ça donne un équilibre, parce que sinon on peut, comme disait Gonzague, on peut vite prendre... on peut vite prendre le melon, quoi. On peut vite, voilà, c'est ça. Il faut avoir une vie équilibrée, il faut plusieurs trépieds. D'accord. Donc on vous souhaite une vie équilibrée. Donc on terminera aussi sur ces mots de Nelson Mandela qui nous ont guidés au début de l'émission. Je suis maître de mon destin, je suis capitaine de mon âme. Ça vous convient bien? Je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais oui, je me sens assez proche de ces mots-là. Je vous remercie infiniment, Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir pris du temps dans votre emploi du temps ultra chargé pour venir nous voir dans VIP. Merci et très bonne continuation. Au revoir.